Cet épisode est réalisé en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Station Constructo. Cette présente série est sous le thème de l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, aussi appelés critères ESG, dans les projets de construction. Ces derniers permettent d'indiquer la responsabilité sociétale d'une entreprise et ainsi de la positionner ou non comme un leader engagé. Au fil des épisodes, nous discuterons de différents projets qui ont intégré ces critères et qui, de ce fait, pourraient servir d'exemple pour d'éventuels projets. Dans cet épisode-ci, nous discuterons de l'édifice Louis Laberge et de l'importance des certifications d'immeubles. L'édifice Louis Laberge, aussi connu comme le siège social du Fonds de solidarité FTQ, se dresse au 545 boulevard Crémazie-Est à Montréal depuis 1992. Depuis sa construction, cet immeuble à bureaux a cependant été rénové et les actions en développement durable y ont été maximisées. Ces efforts lui ont permis de devenir le premier immeuble avec une double certification de niveau platine au Québec, d'atteindre le 97e rang percentile Energy Star du Portfolio Manager canadien, en plus d'être carboneutre, le situant ainsi comme un véritable fleuron des immeubles québécois verts et durables. On va jeter un regard sur ces certifications-là et la démarche pour leur obtention. Nous allons discuter aujourd'hui avec Steve Richard, directeur aux services techniques et projets, et Mario Gontier, qui est coordonnateur aux services techniques au Fonds immobilier de solidarité FTQ. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce balado, c'est très apprécié. On va discuter de l'immeuble en tant que tel, de l'édifice dont je viens de parler. L'édifice Louis Laberge sur le boulevard Crémazie à Montréal. L'immeuble a obtenu la certification LEED Or en 2014 et BOMA Best Platine en 2019. Et quel a été le processus pour arriver à ces certifications-là? En fait, c'est un processus qui date d'un certain nombre d'années. Déjà, à la base, les gestionnaires de l'immeuble avaient de l'intérêt avec le développement durable puis de faire un bâtiment le plus vert possible. Mais le fonds a vraiment donné un élan supplémentaire en voulant vraiment investir à l'intérieur de l'immeuble justement pour le rendre plus vert. Donc, ça a commencé comme ça. Puis après ça, comment le rendre plus vert? Par où commencer? C'est là que les certifications sont venues bonifier puis diriger un peu la façon de faire pour y arriver. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, au niveau du processus comme tel, c'est sûr que la première chose, c'est le fonds développement durable. Tu veux t'assurer que, je vais utiliser l'expression, que les bottines suivent les babines. Exact. Donc, on a beau le dire, mais il faut le faire. Exactement, exactement. Donc, puis comment le faire, puis s'assurer que c'est reconnu au niveau des pairs, c'est les certifications qui viennent faire ça. Donc, comment qu'on y est arrivé, c'est sûr que on a aligné, dans le fond, le bâtiment avec les valeurs de l'entreprise. Ça a été la première chose. On s'est entouré aussi de consultants compétents parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui demande un certain niveau de compétences. On peut pas dire qu'on a tous les compétences pour y arriver. Donc, on avait de l'intérêt. Ça, c'était la première chose. Ensuite de ça, il fallait accumuler les compétences. Puis, on a fait une première analyse de la performance actuelle de l'immeuble pour s'assurer de voir où est-ce qu'on a des gains qui pourraient être faciles à faire, des gains plus difficiles pour obtenir la certification. Puis, une fois qu'on a analysé nos forces, nos faiblesses, on s'est attaqué à ces forces et faiblesses-là en investissant dans certains items, dans des équipements mécaniques, entre autres dans du contrôle du bâtiment pour venir s'améliorer à certains endroits. Puis, passer par la suite à travers le processus de certification qui est un petit peu différent, tout dépendant de la certification dans laquelle on est. Puis, terminer avec, dans les cas où est-ce que vous avez nommé des certifications qu'on a obtenues. Puis, autre point important, c'est que bien qu'on faisait référence dans l'introduction ou dans les questions à la base des années de certification initiale, mais on a réussi à se recertifier aussi par la suite parce qu'il faut faire des recertifications. Donc, on est recertifié au niveau de BOMA en 2023, donc BOMA Best Platine et recertifié à nouveau pour LEED Platine en 2019 également. Puis pour un immeuble déjà existant, c'est pas évident, donc c'est pas quelque chose qui part de zéro. Vous aviez déjà un bâtiment et c'est de le transformer en quelque sorte. Exact. Et vivre avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Donc, exact. Absolument. L'enjeu est plus grand dans ces circonstances-là. Oui, j'imagine. La quête de la certification LEED V4, opération et maintenance platine, dont on parlait, a cependant amené le Fonds immobilier de solidarité FTQ, vous êtes le gestionnaire de l'immeuble,
à pousser encore plus ses efforts pour non seulement réduire l'empreinte écologique de l'édifice, mais aussi pour d'autres mesures. Vous pouvez nous en parler parce que vous êtes allé assez loin pour obtenir, premièrement, ces certifications-là. Oui, effectivement, suite à ça, on a décidé d'aller plus loin dans la démarche pour pousser des actions un peu plus loin dans les certifications. Puis, en fait, on a mis beaucoup de mesures en place au niveau du bâtiment, entre autres au niveau des mesures d'économie d'énergie, au niveau des mesures de la gestion de l'eau, puis aussi des matières recyclables. Mm-hmm. Entre autres, au niveau de l'énergie, on a mis en place principalement des équipements qui nous ont permis, disons, de réduire notre empreinte écologique en récupérant l'énergie du bâtiment, en la réinjectant dans le bâtiment, sans l'envoyer à l'extérieur du bâtiment. Ça, c'est une des principales bonnes actions qu'on a mis en place. Ça permet d'économiser de l'énergie et réduire l'énergie en même temps. Ça, chauffage, climatisation, par exemple? Oui, effectivement, oui. Puis on a mis en place aussi d'autres équipements, aussi comme des échangeurs à plat. Je ne veux pas rentrer trop dans le technique, là. Ça nous permet de récupérer aussi de l'énergie d'une autre façon. Et de climatiser le bâtiment et de le préchauffer en mode mi-saison, comme l'automne et le printemps, et aussi l'hiver en chauffage. Et de réduire notre impact au niveau des GES. Au niveau de l'eau, mais on a fait plusieurs analyses pour voir un peu où allait la consommation d'eau. Puis suite à ça, on a mis en place des compteurs divisionnaires pour voir où va la consommation d'eau et où on a apporté des actions pour réduire notre consommation d'eau. Exemple, au niveau des garages, on s'est rendu compte qu'on gaspillait beaucoup d'eau. On a pu réduire notre consommation d'eau avec ce qu'on a pu analyser comme consommation actuelle. Même chose pour au niveau des équipements de plomberie. On a mis en place des nouveaux équipements qui nous ont permis de réduire de beaucoup la consommation d'eau. Entre autres, avec tout ce qu'on a fait depuis plusieurs années, on a réduit, on est un bâtiment, comme je pourrais dire, dont 36% plus efficace que les bâtiments comparables en termes de superficie et de bureaux. Puis, lorsqu'on l'a mis en place au niveau du bâtiment strictement, on a réduit notre consommation d'eau de près de 50%. Wow! Donc, on est passé, disons, de 30 000 mètres cubes il y a plusieurs années. 1 mètre cube, c'est 1 million de litres d'eau. On est passé à 10 à 12 mètres cubes depuis les dernières années. Là. Donc, ça, c'est et non pas en privant les gens d'eau, mais en faisant une gestion en bonne et due forme et en changeant certains équipements. Tout à fait. On a pu analyser où allait la consommation d'eau. On a apporté des actions à des endroits bien précis. Puis, on fait ça en continu. Hein? Puis, ce qu'on a mis comme action, oui, ça a un gros impact sur notre réduction de la consommation d'eau en général. Je comprends. Ensuite, on a mis, au niveau de la qualité de l'air, on a mis en place des sondes de CO2 qui contrôlent l'amenée d'air frais au niveau du bâtiment. Fait qu'on est capable d'emmener les besoins spécifiques au niveau de chaque étage. Puis ça nous permet aussi de réduire les frais d'énergie liés à ça. Parce que l'air, il faut la climatiser, il faut la chauffer. Donc, en emmenant les bonnes quantités d'air frais, on est capable de réduire nos frais en termes d'exploitation. On a aussi, au niveau du bâtiment, on a mis en place un système de filtration avec des filtres de grande efficacité qui nous permettent d'amener une bonne qualité de l'air. Donc, on est passé depuis... On avait, il y a quelques années, des filtres qui étaient efficaces à 85%. On est rendu environ à 92-93%. Puis, on était au maximum de la capacité de nos systèmes mécaniques pour ne pas les pénaliser en termes de rendement. Donc, là, en ce moment, on a le top au niveau des filtres pour nos systèmes actuels. Les certifications en font foi. Oui, effectivement. Puis, ça nous permet aussi de bien gérer le bâtiment. Ce qui est intéressant, tu vois, de la qualité de l'air, mais c'est nettoyage écologique. On a fait une analyse de nos produits. On a pu réduire de beaucoup les produits à base de COV, qui sont des composés organiques volatiles, qui sont combinés, peuvent être dommageables pour la santé. Donc, on a mis des produits écologiques qui sont beaucoup plus performants pour la qualité de l'air au niveau du bâtiment. On fait aussi de la récupération de compost. On fait une partie, pas en totalité, mais une bonne partie est récupérée et transposée dans des frigidaires qu'on envoie à l'extérieur pour le recyclage, compost. On fait aussi la gestion des matières résiduelles, déchets, papier, carton, qu'on comptabilise. Tout est comptabilisé par mois. Enfin, on fait ça régulièrement, mensuellement, parce qu'on a besoin d'avoir toutes ces informations-là pour respecter les critères qui sont demandés dans les différentes certifications. Donc, on doit démontrer ce qu'on fait. On ne fait pas juste le faire, on doit démontrer, aussi le documenter et le donner lorsque c'est requis pour les certifications. C'est une façon de le démontrer. C'est un processus en continu. Oui, c'est ça, de A jusqu'à Z. L'immeuble a donc fait l'objet d'une écologisation, vous l'avez rendu plus vert.
depuis de nombreuses années. Comment ce désir-là s'est articulé? Comment ça a été coordonné? J'imagine que c'est pas évident, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Non, absolument pas. C'est quelque chose qui a débuté en 2008. Donc, depuis 2008, il y a des réflexions qui tournent alentour de rendre le bâtiment plus vert. Donc, on a travaillé là-dessus. Puis, le gros de tout ça, c'est la volonté de l'entreprise, la volonté du Fonds de solidarité d'aller de l'avant avec ça aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours je les appelle les gains faciles. Ouais. Il y a des gains faciles, puis il y en a des un petit peu plus complexes. Puis les un petit peu plus complexes viennent toujours avec un investissement supplémentaire. C'est là que souvent les entreprises décrochent. Puis contrairement à ça, le Fonds de solidarité a toujours été de l'avant par rapport aux différents investissements. Donc ça nous a beaucoup aidé dans la mise en place de tout ça. C'est sûr aussi que tout vient je parlais tantôt qu'on a eu une première certification, qu'on a réussi à se recertifier également. Mais c'est un peu la preuve que dans le fond, tout ce qu'on met en suivi puis les investissements qu'on fait année après année, on s'assied pas sur nos lauriers. Lorsqu'on reçoit notre certification, on s'assure vraiment d'être à la fine pointe, de continuer à apporter des améliorations, même si les améliorations qu'on a apportées déjà dans le passé sont bien. Puis on fait des suivis rigoureux, comme Mario le disait tantôt. Ça nous permet justement de poursuivre cette espèce de... Moi, je dirais bien ça, la vague pour rendre le bâtiment plus vert. Ouais, faut que le processus se poursuive et continue. En fait, pour enchérir, comme disait Steve, tous les projets d'entretien maintenant sont bien organisés, sont bien intégrés, bien documentés. Fait que ça nous permet d'être beaucoup plus efficace, mais aussi ça nous permet aussi de mieux contrôler nos frais d'exploitation. Oui. De les réduire, de les améliorer dans le temps. Là. Ah ben oui, j'imagine qu'au début, c'était peut-être un peu plus gros, l'investissement. C'est un grand coup à donner. Oui, tout à fait. Puis là, après le suivi, ça s'amenuise au fil des années. Oui, effectivement. Vous êtes dans la roue là, qui tourne. Puis aussi, toute notre réflexion dans nos travaux qu'on fait à l'intérieur de l'immeuble, jour après jour, on garde toujours en tête les différents critères des certifications pour s'assurer de bien gérer les déchets qui sont créés par les différents projets, s'assurer de les revaloriser si on est capable de les revaloriser. Si on doit s'en départir, comment s'en départir adéquatement. Donc, c'est toutes des choses, c'est des automatismes qui se sont créés grâce justement à l'application des différentes certifications. C'est bon, ça. C'est un point intéressant aussi ou très pertinent. Toutes les politiques qu'on a mises en place nous permettent justement de bien gérer ces différentes actions-là. Donc, les politiques sont bien écrites au niveau des déchets, au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau. Donc, tout est bien écrit et spécifié dans il n'y a rien d'improvisé. Non, on n'invente pas ça. Tout est là. On doit le démontrer, nos actions. Là. Avez-vous rencontré des défis? J'imagine que oui. C'est un long processus. Comment ça a été relevé, ces défis-là? Un des principaux défis au niveau des certifications, c'est qu'il y a énormément de paperasse à préparer. Ça devient des fois un petit peu difficile de s'y retrouver. Puis, il y a aussi le fait que, c'est sûr, quand on vise une certification de base, ça demande un certain défi, ça demande une certaine organisation. Mais de notre côté, on a voulu vraiment élever la barre puis aller avec la certification la plus haute. À ce moment-là, ça venait amener des défis supplémentaires. Donc, à ce niveau-là, ça a été vraiment quelque chose de venir combattre ou être plus fort que la norme tout le temps dans tout ce qu'on faisait. Donc ça, c'est un des principaux défis qu'on a eu à exécuter à travers les différentes démarches de certification. Et c'est de poursuivre, comme on disait tout à l'heure, de poursuivre le processus d'année après année. Exact. Pour être au moment de la recertification, qui est dans un délai des fois entre 3 et 5 ans, puis d'être prêt, d'avoir les documents qu'il faut, d'avoir accumulé les informations nécessaires pour faire la démonstration qu'encore là, que les bottines suivent les babines. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui était un défi particulier. Aussi, ce qui est important aussi au niveau des défis, c'est de motiver les troupes. Parce que quand on travaille dans un milieu comme d'édifice de bureau, on a un travail régulier à faire, mais quand on arrive dans une certification, il y a une petite demande d'énergie à apporter. Donc, souvent, c'est important d'être entouré de la bonne équipe pour apporter les énergies nécessaires aux bons endroits, au bon moment. Donc, il y a un suivi régulier, donc ça amène une énergie supplémentaire. Il faut que tout le monde soit sur la même page. Puis peut-être un conseil à donner à des entreprises qui voudraient faire des certifications, faire attention que les ressources soient vraiment mobilisées, qu'une partie de leur temps soit vraiment mobilisée là-dessus, parce qu'il y a du temps à mettre si on veut obtenir les plus hautes certifications. C'est très, très, très demandant. Oui, parce qu'on va pas au bureau dans cet esprit-là, on va au bureau pour travailler, mais il y a ça aussi qu'il faut garder en tête.
Comme disait Steve aussi, il faut s'entourer aussi de personnes compétentes, mais aussi des gens de l'externe qui vont nous aider dans ces mandats-là. C'est important parce que souvent, dans les questions, il peut y avoir des pièges. C'est important d'aller chercher les données pour pas perdre notre temps. Donc, les consultants vont nous enligner, vont nous dire les bons paramètres à respecter pour ne pas perdre de temps inutilement dans des zones grises où on peut se perdre puis ralentir le processus de certification. Le processus habituel pour obtenir des certifications, comment ça se passe? En fait, le processus varie un petit peu d'une certification à l'autre, mais ça reste là, les points généraux, là, si on veut, là, c'est un peu la même chose. Le premier point, c'est de, premièrement, choisir la certification dans laquelle on veut intervenir. Ensuite de ça, c'est de déterminer le type d'évaluation qu'on veut faire. Donc, quand c'est un projet neuf, c'est un type différent d'un projet ou d'un bâtiment en opération, par exemple. Par la suite, c'est de s'inscrire à la certification. Donc, il y a un mode d'inscription qui existe, qui nous permet là, de s'inscrire à la bonne certification. Il y a des frais qui sont rattachés à ça aussi. Par la suite, il y a des guides qui sont faits par les différentes certifications où est-ce qu'ils énumèrent certains critères. Chacun des critères est lié à un nombre de points. C'est l'accumulation de points qui permet de dire si on est, par exemple, pour la certification LEED, qu'on est LEED argent, or ou platine. Donc, c'est l'accumulation de ces points-là en référence à différents critères. Par la suite, on présente le dossier. Dans le fond, le dossier de certification, une fois monté, pour le faire auditer. Puis, comme je disais tantôt, on paie la certification à ce moment-là souvent. Puis, une fois que l'audit a été fait, les audits, ça se fait de différentes façons. Il y a certains audits qui se font sur le site. Dans certaines circonstances, les audits se font à distance. Mais une fois que l'audit est fait, le certificateur nous revient en nous disant « vous avez atteint tel nombre de points qui représentent un LEED or et LEED platine, par exemple. » Il y a des défis à relever là aussi, au niveau de la certification, pour faire le suivi et continuer dans la même voie. Oui, effectivement, oui. C'est quand même assez simple parce que les différentes certifications donnent des questionnaires. Quand vous êtes inscrit dans le processus, toute la documentation est là, c'est facile. On inscrit notre bâtiment, on paye les frais, on répond aux questions, puis on dépose des documents. Donc, c'est assez clair quand même. S'il y a des petites ambiguïtés, mais là, comme je disais tout à l'heure, vous avez quand même des consultants qui vont vous aligner. Mais en principe, là, la démarche est bien claire pour tout le monde. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté à se faire avec ça. Donc, c'est quand même assez... c'est assez clair. Puis assez clair, oui, effectivement, oui. C'est faisable. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui, tout à fait. Vous accumulez les certifications, vous êtes certifié d'année en année, vous continuez. Est-ce qu'il y a un avantage? Parce que vous parlez de frais, vous dites « il peut y avoir certains défis à relever. » Mais quel est l'avantage? En fait, oui, il y a l'avantage d'avoir plusieurs certifications parce que souvent, il y a des critères qui se répètent dans les certifications. Donc, en reprenant ces critères-là pour d'autres certifications, on répond aux questions, puis ça nous permet de sauver des frais au niveau d'exploitation, mais au niveau aussi, pas d'exploitation, mais au niveau, disons, du mandat. Ouais. Donc, ça coûte moins cher. Puis on récupère ces points-là, puis on les met dans l'autre certification. Donc, oui, ça a un avantage. Par contre, c'est sûr qu'il faut payer pour la certification. Tout à fait. Puis des fois, il peut y avoir des petites exceptions, là, mais ça devient moins onéreux là, en ayant plusieurs certifications. Là. Puis aussi, c'est sûr que un des principaux avantages, c'est de faire la démonstration que ce qu'on dit, on le fait réellement. Ouais. On a quelqu'un d'externe qui vient confirmer que ce qui a été mis en place, ça a une valeur. Puis, ça permet justement de confirmer les investissements, confirmer les valeurs qui sont intégrées dans l'immeuble. Puis, c'est sûr que c'est bon pour l'image dans ces circonstances-là. Ça peut même servir de marketing pour certains propriétaires d'immeubles. Donc, c'est attirant pour des locataires aussi de venir à l'intérieur des immeubles qui sont bien gérés, où est-ce qu'il y a une qualité de l'air intéressante, où est-ce que la consommation d'eau a bien géré. Donc, c'est différents avantages là, qu'on a avec les différentes certifications. En plus, là, je reviens aux avantages monétaires, mais c'est sûr qu'en consommant moins, on a moins de dépenses, puis c'est... les frais de chauffage diminuent. Exactement. Donc, à la base, c'est intéressant également de ce côté-là. Donc, c'est un win-win côté occupant versus côté propriétaire également. On parlait de BOMA-BEST tantôt, de LEED, de WELL. Il y a plusieurs certifications, il y a plusieurs modes. J'imagine qu'il y a encore du chemin à faire. On n'est pas arrivé, là. En fait, oui, il y a beaucoup de certifications. Il y en a plus, que LEED puis BOMA. Il y en a quasiment 17 certifications. Je ne veux pas les énumérer, mais des fois, ça devient plus difficile pour les gens là-dedans de comprendre un peu. De s'y retrouver. De s'y retrouver entre les certifications. Donc, c'est important de bien faire comprendre aux gens. Chaque certification a son rôle. Oui, a son rôle, effectivement. Donc, c'est bien spécifique. Mais effectivement, il y a beaucoup de certifications. Puis souvent, le rôle, les gens ne comprennent pas un peu c'est quoi la différence entre chacune des certifications.
là. Puis il y a du chemin à faire, comme je disais. Oui, il y a encore du chemin à faire dans la connaissance. Là. C'est sûr que le grand public n'a pas toujours toute l'information sur... On entend beaucoup parler, pas nécessairement l'information sur ce que c'est vraiment. Dans l'industrie, c'est un petit peu différent. Dans l'industrie, les propriétaires connaissent bien les certifications. Il y en a de plus en plus qui embarquent. Moi, j'ai beaucoup senti dans l'industrie de la construction en particulier où est-ce qu'au début de l'intégration de LEED, c'était toujours attaché à des dépenses supplémentaires pour être en mesure de le faire. De plus en plus d'entreprises, de plus en plus de propriétaires font d'emblée des projets LEED. Ça devient la norme maintenant. Donc, plus faire des projets LEED, tu es en retard là, un petit peu sur où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Donc, on voit que vraiment que ça avance. Puis c'est intéressant de voir ça parce que justement, tout le monde en profite. Tous les occupants des immeubles en profitent. Donc, c'est intéressant d'aller vers ça. Puis, ça diminue les GES, on diminue notre empreinte écologique. Donc, tout le monde y gagne. Là. On entend parler de projets pour lesquels on souhaite entreprendre les mêmes mesures que celles exigées par les certifications dont on parle, mais sans vouloir obtenir et sans vouloir payer peut-être la note aussi à la fin. C'est ça qu'il faut lire entre les lignes. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? De s'inspirer des bonnes pratiques, ça peut jamais être mauvais. En effet. Au final, si les différents critères sont mieux connus, que les gens tentent de les appliquer, mais on reste gagnant, même si au final, il n'y a pas une certification. L'avantage de la certification, c'est comme je disais tantôt, c'est de confirmer que ce qu'on dit a bel et bien été fait, évalué par quelqu'un à l'externe. Ouais. Mais on peut mettre en place là, des différentes mesures qui s'inspirent des critères LEED, qui s'inspirent des critères WELL. C'est ce qu'on a fait en particulier dans la rénovation de l'immeuble au 545 parce qu'on a vraiment rénové l'ensemble des bureaux, les 17 étages de bureaux. Puis, dès le départ, c'est ce qu'on s'était dit. On va s'inspirer des critères WELL. Les critères WELL qui sont des critères, une certification plutôt rattachée au bien-être des occupants plutôt qu'à la performance de l'immeuble. Donc, on s'est vraiment inspiré de ça pour améliorer l'apport d'éclairage extérieur, s'assurer d'une température adéquate, mesurer la distance des points d'eau par rapport aux gens qui sont sur place. Tout était réfléchi pour rendre les occupants plus à l'aise avec dans le fond, améliorer leur qualité de vie à l'intérieur de l'immeuble. Donc, bien qu'on n'a pas obtenu la certification, mais on s'en est fortement inspiré. Puis aujourd'hui, les occupants le ressentent. En fait, comme il disait Steve, effectivement, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui va avoir des certifications. Par contre, si on va s'inspirer des certifications, on va aller chercher l'information qui est gratuite. Ça nous permet d'aller chercher des points pour améliorer notre bâtiment sans nécessairement aller chercher une certification. Ouais. Donc, en allant sur les différents sites des certifications, ben, c'est une source potentielle de renseignements pour améliorer notre bâtiment. C'est déjà un début. Ben oui, c'est un début. Au moins. Puis, si on veut avoir une certification par après, ben, on s'inscrit, puis on a déjà mis en place les éléments pour y arriver. Donc, les coûts d'investissement sont déjà là, sont déjà été entamés. Ouais. On peut aller chercher une certification par la suite, là, assez facilement. Ça va nous amener des économies d'énergie, puis ça va rembourser ce qu'on a investi au départ. Exact. Donc, au lieu d'attendre dans 3 ans, on le fait tout de suite. Écoute, on va économiser, puis ça va rentabiliser le processus, puis ça va déjà fait. C'est tout le temps qu'on a, messieurs. C'est déjà terminé pour ce balado. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Très gentil. Merci. 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 C'est ce qui termine cet épisode de notre série qui s'articule sous le thème de l'intégration des critères ESG. Nous souhaitons remercier Steve Richard, directeur au service technique et projet, et Mario Gontier, coordonnateur au service technique au Fonds immobilier de solidarité FTQ. Nous tenons également à remercier le Fonds immobilier de solidarité FTQ pour sa collaboration dans la réalisation de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur l'évolution des pratiques de développement durable en construction et l'exemple du projet Novia. Merci, à bientôt.